Salut, c'est Alyosha, bienvenue dans Vision. Ce podcast a été propulsé par Adobe. Si vous êtes photographe ou tout simplement passionné par l'image, je vous conseille vivement d'essayer Lightroom, qui est un outil très intéressant pour retoucher et organiser vos photos. Vous pouvez par exemple ajouter un peu de saturation, dynamiser des images ternes ou enlever la distorsion. Il y a vraiment beaucoup de choses à faire avec Lightroom. On vous a mis un lien pour faire un essai gratuit dans la description. Très bonne écoute à vous. Eh bien bonjour à toutes et à tous, ça fait longtemps que vous n'avez pas entendu ma voix, je suis Alyosha Boy, fondateur de Vision. Ici on parle de photographie contemporaine sous toutes ses formes. Aujourd'hui on est de retour dans ce format épisode que l'on fait de temps en temps, quand la configuration est possible, qui est tout simplement une table ronde autour d'un sujet précis, qui j'espère sera intéressant pour vous. Pour une fois, cas très rare dans Vision, nous parlerons d'une actualité chaude et vous avez sûrement lu le titre. Il s'agit de la présidentielle et de sa campagne. C'est un sujet qui est bien sûr beaucoup abordé en ce moment, parfois même démesurément. De notre côté, nous en discuterons à travers le prisme de la photographie, dont on parle moins dans ce type de contexte. Alors comment photographier la présidentielle ? Comment déclencher et faire une photo quand on travaille pour un organe de presse, impliqué politiquement, que ce soit à gauche ou à droite? Comment être original et s'éloigner parfois de la photographie reportage classique, entre guillemets? Voilà, beaucoup de questions très intéressantes et nous avons eu l'idée d'inviter deux photographes expérimentés et talentueux, Agnès Derbet et Stéphane Lagoutte, tous deux membres de l'agence MIOP spécialisée dans la photographie documentaire et le photoreportage. Bonjour à vous deux. Bonjour. Bonjour. Bonjour Stéphane et Agnès. Déjà un grand merci d'être avec nous aujourd'hui. Donc Agnès, tu es née en Corée du Sud en 1976, c'est ça ? C'est ça. Tu as grandi en France, des études à Sciences Po et au CELSA, et tu es maintenant basée à Paris après plusieurs années de vie à Bangkok. C'est exact. Donc tu as cette double casquette, comme beaucoup de photographes chez MIOP, documentaire, reportage, des projets au long cours aussi. Pourquoi tout simplement avoir décidé de devenir photographe ? Qu'est-ce que tu avais envie de montrer au départ ? C'était un parcours un peu empirique. Moi, je voulais être journaliste. Et puis, juste après mes études, j'ai rencontré un photographe. Je suis partie m'installer en Thaïlande. J'ai appris sur le terrain. Et rapidement, en fait, je me suis retrouvée à faire de l'actu chaude. Et c'était... je sais pas, quand on a 23 ans ou 24... on se retrouve dans des lieux à enregistrer l'histoire qui se déroule sous nos yeux, c'est hyper excitant. Et j'aimais bien l'actu chaude à ce moment-là parce que ça me permettait de répondre à une envie personnelle, une appétence pour ce genre d'événement. Et puis aussi en photographie, c'est aussi une bonne école parce que les choses arrivent par elles-mêmes. Et voilà. Et après, j'ai alterné avec des reportages, avec des histoires en fait où il fallait plus aller chercher l'information. Qu'est-ce qu'on avait envie de raconter ? Comment est-ce qu'on avait envie de la raconter ? De la montrer. Voilà. Ok. Stéphane, toi, tu es membre et directeur depuis 2016 de l'agence MIOP. Donc, on va y revenir juste après dans le déroulé du podcast. Après avoir étudié les beaux-arts, tu décides de te lancer dans une carrière de photographe, principalement documentaire. Justement, quels sont tes sujets de prédilection ? Et peut-être, est-ce que tu peux nous parler aussi de cette évolution en tant que photographe ? Tu fais ça quand même depuis de nombreuses années. Alors, un peu comme Agnès, j'ai commencé plutôt avec de l'actualité, photographie d'actualité, mais c'est vrai que mon parcours faisait que j'avais fait des études en art plastique à la fac de Saint-Denis avant d'être photographe. Et finalement, je pense que c'est après un certain nombre d'années que ce background d'études en art plastique sont revenus. Moi, je fais de la photo avant tout pour découvrir le monde, pour aller voir comment les gens vivent. Je suis plutôt spécialisé dans les sujets de société. Et
ça, c'est quelque chose qui me tient toujours, mais c'est vrai que je l'ai agrémenté depuis quelques années maintenant, peut-être depuis 5-6 ans. Je suis passé aussi à une photographie, on dirait plus plasticienne ou documentaire, qui s'interroge vraiment sur le support, sur comment travailler, comment adapter sa photographie au sujet, comment la manipuler, enfin la changer, la travailler dans le sens du propos qu'on veut tenir. Et en parallèle, bien sûr, je continue en presse à faire de la photographie, plus de reportages directs, et sur laquelle on s'autorise un petit peu moins d'intervention. De suivre un peu l'actualité chaude là depuis vos débuts en photographie, c'est lié à votre caractère, vous pensez? Vous fonctionnez à l'adrénaline Oui, enfin c'est toujours stimulant de se retrouver quelque part. Alors moi j'ai jamais couvert de guerre, je suis pas un photographe de guerre, mais donc c'est de l'actu chaude jusqu'à un certain point, on va dire. Mais oui, bien sûr. Enfin c'est le principe de ce métier, de s'adapter, de s'adapter à ce qu'on voit, d'être curieux, de ne pas avoir peur de l'étranger, du différent, de l'altérité, de se confronter à tout ça dans l'instant. C'est encore plus, disons, on s'y intéresse d'une manière générale quand on traite de sujets au long cours, mais dans l'instant, dans l'actualité, dans le news, on doit être attentif à tout ça de manière immédiate. Et c'est un effort, c'est un éveil qui est intéressant pour son propre développement personnel aussi. Je voulais juste rajouter, quand on se retrouve sur l'actu shoot, moi, je pense typiquement au tsunami en Thaïlande en 2004. Il y avait la terre entière était là pour couvrir la catastrophe. Et en fait, comme il y avait tellement de monde que du coup, même si il y avait beaucoup de choses à photographier, on pouvait aussi se permettre de photographier les choses un petit peu différemment. Et ça m'a beaucoup formé l'œil et voir en fait quelle est la différence entre les photographies d'agence et moi ce que j'ai envie de raconter et comment et aussi rester plus longtemps. Parce qu'il y avait plein de gens qui allaient d'un endroit à un autre pour trouver la photographie des corps, enfin des choses assez difficiles. Et du coup, moi, je me souviens que je m'étais fait la réflexion en me disant moi j'ai envie de rester plus longtemps pour voir les choses, comment est-ce qu'elles vont se dérouler dans la journée, quelle va être la réaction des gens. Et voilà. Bon, après c'était un luxe aussi que je pouvais me permettre parce que j'étais pas en commande, j'étais partie toute seule. On va parler de ce rapport aussi au temps par rapport à la commande et aussi au projet un peu plus long. Alors on va revenir à cette agence MIOP qui a été créée en 2005 et qui se compose aujourd'hui de plus de 20 photographes, 23 très exactement, qui est aussi un bureau, notamment avec la présence d'Antoine Quimerlin, ancien de Magnum Photo, qui est directeur éditorial. Alors j'ai lu dans un article de Nine Lives que MIOP s'affirme, donc je cite, par la défense d'une photographie documentaire à la subjectivité revendiquée. Comment s'est organisée l'agence depuis sa création et peut-être que depuis que tu en es le directeur depuis 2016, est-ce qu'elle a une ou des particularités ? Alors moi, j'étais pas à la création, je suis arrivé après 5 ans à peu près, quelque chose comme ça. Mais dès le départ, ils étaient 5 photographes au départ. Dès le départ, il y avait cette diversité de regards entre des photographes plus d'actualité, de reportage, et des photographes qui ont des démarches plus plasticiennes, au long cours, contemporaines, on peut dire. Donc ça, c'est l'une des spécificités qui est restée valable dans la structure, avec cet intérêt commun de toujours se poser son regard sur des questionnements du monde, sur le monde. Et donc, quand je dis plasticien ou photographie contemporaine, ce sont pas des projets, enfin des gens qui font des projets hors sol. C'est toujours issu d'une réflexion sur quelque chose dont ils veulent parler, qui se déroule autour d'eux ou ailleurs. Et en fait, on se nourrit les uns les autres dans cette structure. Donc je pense que les photographes qui font plus du news sont aussi acquièrent avec du temps, avec la fréquentation des autres, et avec les échanges qu'on a ensemble, acquièrent aussi des visions un peu différentes de leur photographie et des manières de procéder parfois différentes. Ou comme le disait Agnès tout à l'heure, savoir décaler son regard. Après, ce sont toujours dans un domaine comme dans l'autre, ce sont des gens qui ont
rapport très personnel à la photographie. Donc quand on parle de subjectivité assumée, ce qu'on privilégie avant tout quand on j'allais dire engage, mais on n'engage personne puisque chacun reste autonome et libre dans cette structure. Mais en tout cas, quand ils viennent chez nous, l'un des critères principaux, c'est leur engagement photographique, leur engagement personnel dans leur sujet et la mise en avant de leur singularité, on va dire en quelque sorte. C'est vrai que quand on est photographe, surtout jeune photographe, on peut souvent se sentir seul, en tout cas mal conseillé. Toi, Agnès, pourquoi tu es rentrée chez Myop ? Alors, je suis rentrée chez moi, je n'étais pas si jeune. Mais moi, je venais de structures. Enfin, j'ai été passée par 2 agences avant, notamment je faisais partie du mentor programme de Seven, et c'était des structures vraiment anglo-saxonnes. En fait, quand je suis revenue vivre en France, mon économie, ma façon de travailler, enfin, tout a changé. C'était une période un petit peu étrange pour moi, où je faisais à moitié un rejet de la photographie. Et je me souviens, j'avais vu l'appel à candidature de l'agence et je m'étais dit, c'est dommage, j'aimerais bien rentrer chez Myop, mais j'ai rien à leur proposer, j'ai rien fait de bien depuis quelques temps. Et puis finalement, ils m'ont quand même prise. Je sais pas pourquoi. Et j'en suis ravie. Alors le caractère, pourquoi pas. Mais non, mais elle avait fait beaucoup de choses très fortes précédemment, et puis elle montrait une envie de se réengager dans des choses dans l'avenir. Donc c'était voilà, tout cela donnait envie. Non, mais typiquement, c'était autant. Je me suis jamais vraiment sentie seule avant. Quand je suis revenue vivre en France, j'étais un petit peu, enfin pas paumée, mais voilà, j'étais devenue maman. C'est des moments où on se sent particulièrement isolé, et Myop, justement, a été vraiment super. Enfin, c'est hyper encourageant, inspirant, et sans mettre la pression non plus. Voilà, j'ai pris mon temps pour me remettre à produire, et c'est une super structure. Enfin, c'est une super famille, je sais pas. Vous enrichissez mutuellement, quoi. À chaque fois, c'est des échanges qui sont. Ça doit être en amont, le pendant, l'après aussi dans la post-production. Est-ce que vous échangez des avis sur l'editing, par exemple photographique, des choses comme ça? Alors, il y a quelque chose. Non, il y a quelque chose de. Quand on parlait de la singularité de la structure, il y a quelque chose dont j'ai pas parlé tout à l'heure, c'est qu'en fait c'est une structure. Donc il y a Antoine qui est donc le seul salarié de la structure, et du coup c'est quand même avec 23 photographes, des gros projets parfois, et toute l'actualité à gérer, etc. C'est une structure qui demande de l'investissement des photographes. Donc, on peut échanger effectivement de plus en plus. On le fait jamais assez, mais il faut, voilà, c'est quelque chose qu'on essaie de développer au quotidien, de se parler de nos projets, de se montrer nos photos, de se montrer les editings. C'est quelque chose qu'on a fait un petit peu parfois par accointance entre photographes. Peut-être pas l'ensemble des photographes ensemble, mais voilà, ça permet d'avoir 2, 3, 4 personnes avec lesquelles on a envie de partager des choses. Mais en tout cas, la singularité de la structure, ce qui fait qu'on se connaît très bien entre nous, en fait, et c'est justement, ça favorise l'échange, c'est que on demande de l'investissement des photographes dans la structure selon leurs capacités, selon leurs compétences. Ça va de la correction orthographique de quelqu'un qui est très bon en orthographe, à la traduction en anglais d'un autre, à de la maquette pour faire de l'édition avec l'un qui s'intéresse, enfin 2 en particulier qui s'intéressent à l'édition et qui peuvent manipuler une design. Enfin, tout ça, c'est des choses qui font que quotidiennement au bureau, il y a des gens, il y a des échanges, il y a des réflexions sur la photographie, sur où on va, sur comment on le fait, quoi. C'est vrai que je l'avais observé aussi aux rencontres d'art, lors de ce type de rendez-vous, la complicité entre photographes, lors de soirées ou même en pleine journée, où les photographes se retrouvaient, de l'agence se retrouvaient, donc c'était intéressant. Alors on va venir au sujet du podcast, donc la présidentielle, la couverture de la présidentielle. Vous travaillez tous les deux pour des quotidiens, Agnès pour Le Monde et Stéphane pour Libération. Alors comment se passe justement le travail de commande pour ce type d'organe de presse, particulièrement pendant cette période ? Là pour Le Monde, le journal a fait ce choix de donner des contrats, de mettre des photographes sous contrat, ce qui est hyper rare en fait dans cette industrie, et ils le font pendant la période de la présidentielle. Donc là, je fonctionne pas en commande, en fait, je suis staff pour le journal pendant 3 mois. Donc ça se passe un peu à la dernière minute. Pour l'instant, j'ai suivi à peu près tous les candidats, et ça va de déplacements à un plateau télé, à des meetings,
Voilà, c'est assez divers dans la forme comme dans le contenu du candidat, quoi. Donc dans le déroulé, comment ça se passe? C'est-à-dire que le journal t'appelle ou te prévient un petit peu en amont quand même sur les événements? Oui, oui. Enfin, un peu en amont, ça dépend des événements. Voilà, j'ai su ce matin pour ce soir. Je suis partie ce week-end à Toulon, donc je l'ai su un petit peu en avance parce qu'il fallait prendre les billets, etc. Enfin voilà, mais non. Et après, on part pas forcément avec un journaliste. Et quand on est sur place, même si on est avec un journaliste, de toute façon, on travaille de façon plutôt indépendante, quoi, parce qu'on va pas chercher les mêmes choses. Stéphane, avant, pendant la préparation de ce podcast, tu parlais aussi du rapport aux équipes de campagne et même le rapport aux militants de chaque parti. Est-ce que tu peux nous en parler de ce côté-là? Moi, cette année, en fait, j'ai pas vraiment couvert les gros candidats ou les gros meetings. Donc, c'est plutôt un sentiment par rapport de ce que j'ai vu il y a 5 ans et aussi de ce que pas mal de photographes m'ont dit auprès de certains candidats. Moi, c'est vrai que j'ai couvert que du moins de 5% là. Donc, c'est forcément pas le même rapport avec les équipes de campagne qui sont parfois très contentes de voir un photographe présent dans l'événement. Donc, ça se passe plutôt bien. Mais c'est vrai que j'ai des souvenirs quand Fillon commençait à avoir des soucis d'avoir des problèmes avec des militants. C'est vrai qu'il y a quand même un certain nombre de candidats qui font un espèce de haro sur les médias et qui donc ne nous aident pas non plus à travailler, enfin à être respectés à la fois de leur personnel de campagne, mais aussi des militants qui sont là. Parce qu'ils te voient par exemple lié à un organe de presse ou à un quotidien, et du coup ils te mettent tout de suite dans une case. Comment ça se passe? Ouais, mais alors en tout cas, parfois il vaut mieux retirer son accréditation. Ça m'est arrivé de retirer mon accréditation pour pouvoir sortir des lieux qu'on nous imposait, quoi. Parce que c'est vrai que, alors ça peut-être qu'Agnès peut en parler, mais il y a eu quelques meetings cette année où apparemment on nous bloquait, et c'est ce qu'ils faisaient déjà il y a 5 ans. C'est-à-dire en fait leur rôle c'est de nous bloquer pour faire de l'imagerie de leur com en quelque sorte. Donc en quelque sorte ils prévoient le fond, ils prévoient d'où on va prendre la photo pour que ce soit ce fond-là derrière le candidat, avec éventuellement même des militants derrière le candidat, entre le fond et le candidat, pour qu'on aperçoive quelques drapeaux, quelques militants derrière qui sont bien sélectionnés selon des critères à la fois d'âge, de sexe, de couleur de peau, etc. Et en fait, ça, c'est la fabrique de l'image dans laquelle ils veulent nous cantonner. Et voilà, c'est leur jeu, c'est leur jeu de nous limiter à ça. C'est notre rôle à nous d'en sortir et de montrer combien il y a de personnes dans la salle, de se rapprocher des militants, d'avoir un petit peu de l'ambiance. En fait, on est journaliste, donc on se doit de relater un événement et pas juste de montrer une image qu'ils attendent, quoi. Et ça, c'est une bataille permanente, plus ou moins violente, parce qu'on a aussi ce problème de services d'ordre qui sont parfois pas très professionnels, qui ne savent pas comment nous manipuler aussi, en quelque sorte. Enfin, manipuler, je le dis à escient. Mais voilà, après, bon, on arrive... Moi, j'ai de la chance avec Libé, c'est que, ou quand je bossais aussi pour Society ou pour ce genre de presse, c'est que on a le droit de faire des conneries en quelque sorte. On a le droit de se faire disputer, on a le droit de se faire sortir de la salle si nécessaire. Ce sera jamais mal vu, mal pris par le journal en question, quoi. Est-ce que tu as des expériences à nous partager, toi, Agnès ? De toute façon, c'est vrai que l'idée, c'est de sortir de la photographie de communication qu'ils veulent qu'on prenne. Enfin là, c'était quoi, donc dimanche matin, hier matin. Zemmour était sur un marché et apparemment il y avait quelqu'un qui était dans un fauteuil quelqu'un en situation de handicap, et l'idée c'était de voir la photo, la séquence de Zemmour avec cette personne dans un fauteuil, mais tout était fake. Donc après, c'est comment est-ce qu'on prend la photo, est-ce qu'on la prend, voilà, il faut toujours être sur ses gardes. Après, il y a des c'est quoi, c'est les conseillers ou conseillères de Zemmour qui te disaient il y a cette photo à prendre, voilà, exactement, qui insistent. Donc en fait, ils insistent tellement, ils sont déjà tellement au courant qu'il y aura quelqu'un qui sera dans cette position que c'est pas très compliqué de savoir ce qui va se passer. Mais quoi qu'il en soit, les candidats sont toujours en représentation. Enfin, ils sont toujours
alors pas tous, mais typiquement Marine Le Pen ou Éric Zemmour, ils sont toujours en train de sourire. C'est hyper difficile d'avoir une photo où ils ne sourient pas. Jadot, il sourit moins. Mais voilà, bon, après ça dépend. Il faut qu'ils soient raccord avec leur campagne et l'image qu'ils veulent donner. Et donc ils sont toujours en représentation. Et c'est pour ça qu'il faut essayer de choper une image, des images, des instants qui soient un peu plus spontanés, où ils sont moins sur leur garde. Et voilà, et faire le pas de côté, même si cette expression commence à être un peu galvaudée, quoi. Ça vous est déjà arrivé de refuser un reportage, peut-être à cause de la relation justement avec les équipes ou vos opinions politiques? Alors moi, ça ne m'est pas arrivé de refuser un reportage pour la presse. En même temps, je pense que on ne nous envoie pas par hasard, ou n'importe quel organe ne nous envoie pas par hasard. Donc personnellement, je faisais pas du tout de photos politiques avant la dernière campagne. On a commencé suite à un projet de Myop, on en parlera peut-être tout à l'heure, mais comme disait Agnès tout à l'heure, c'était marrant, elle disait j'étais pas en commande, j'étais très libre pour le tsunami. Et c'était un peu pareil, c'est-à-dire que ce travail, je l'ai fait pour Myop, il n'y avait pas de commande presse, donc je suis parti personnellement d'une manière très libre, avec des photos au flash très un petit peu violentes avec les militants, les candidats, etc. Donc de fait, ce sont les journaux qui s'intéressent à ce genre de vision-là qui me font travailler. Et du coup, il n'y a pas trop de raisons que je refuse une commande. S'il y avait un journal d'extrême droite qui me passait commande ou quoi, bon, je le ferais pas forcément. Et à l'inverse, on m'a proposé lundi dernier de faire les photos officielles de Roussel au Salon de l'Agriculture, donc le PCF m'a appelé directement pour ça, et j'ai refusé aussi parce que en tant que photographe reporter, je pensais qu'il fallait pas travailler pour un parti politique. Vous écoutez Vision, podcast de la photographie contemporaine. Le lien est tout trouvé avec la question présente. Est-ce que, selon vous, vous devez avoir une opinion politique quand vous déclenchez? Est-ce que vous croyez à la neutralité journalistique? Non, une opinion politique, on en a, mais c'est surtout avoir une conscience politique. Je pense pas qu'on puisse travailler sans avoir une opinion sur tel ou tel candidat. Après, c'est savoir comment est-ce qu'on l'utilise pour prendre ses photos. De toute façon, la neutralité, je sais pas, c'est un vieux débat, mais qui est plutôt obsolète. Si on est photographe aujourd'hui de presse et si on nous passe des commandes ou si on se fait embaucher, c'est parce que notre employeur, le journal en tout cas, veut qu'on développe un certain regard. Typiquement, Mathieu Pollack chez Au Monde, au début, moi comme je faisais pas vraiment de photographie politique non plus, j'envoyais des photos un petit peu safe dans mon edit total, et c'est lui qui m'a encouragé à envoyer finalement que les photos que j'avais envie d'envoyer, en me poussant sur mon regard. Depuis le début de la campagne, il me débriefe à chaque envoi et il m'encourage là-dessus, quoi. Les choses transparaissent d'une manière ou d'une autre. Je crois que c'est par devers nous, les choses ressortent quand même un peu. J'avais essayé, c'est ce que je disais, j'avais un processus il y a 5 ans qui était assez rodé, avec des coups de flash en direct. Et c'est un peu à la Bruce Gilden, c'était vraiment, ça faisait ressortir les émotions. Ouais, c'était peut-être un peu moins sharp ou moins, déformant que Bruce Gilden, et ce côté très de netteté excessive qu'il a, lui. Alors moi, mes photos sont nettes, mais il y avait moins cette volonté de refaire ressortir la matière d'une manière un peu excessive que lui peut avoir. Mais oui, donc et ce processus, j'ai essayé de le faire de la même manière. Donc j'avais commencé pour les primaires de droite, j'ai essayé de le faire de la même manière pour les primaires de gauche, et puis ensuite pour le reste de la campagne, en me disant, comme ça commençait par les primaires de droite et que, a priori, on est plutôt à gauche dans ce milieu, malgré tout. Je me suis dit, en gros, t'as été un peu salaud avec les primaires de droite. C'est pas une raison de pas faire la même chose pour celle de gauche, voir ce qui s'en dégage. Et donc, j'étais un peu curieux de voir quel résultat j'aurais. Donc j'ai fait le même processus, et de fait,
les personnes ne ressortent pas de la même manière. Mais c'est pour moi, en fait. C'est-à-dire que finalement, ça fait appel à... Je pense que la photographie sort une réalité, malgré nous aussi, c'est que ce ne sont pas le même genre de personnes qu'il y avait en face. Et finalement, je me sentais plus proche des militants de la gauche que des militants de la droite. Mais ne serait-ce que par des tenues vestimentaires finalement peut-être, ou des traces de société, sociales sur eux. Et même s'ils avaient l'air aussi ridicules que les autres parfois, finalement, ça me semblait moins violent. Mais ça, après, chacun y voit selon ses propres sa propre personne et ce qu'il véhicule avec lui, quoi. Bon, Agnès, tu disais que tu étais souvent appelée à la dernière minute par les quotidiens. Même là, pour la préparation de ce podcast, bon, ça s'est fait assez facilement finalement, mais on ne savait pas trop si vous deviez partir dans telle ou telle ville. Est-ce que vous pouvez nous parler de votre rapport au temps ? Comment le gérez-vous ? Alors souvent, voilà, vous devez envoyer, ce que tu disais Stéphane, juste avant de venir, j'ai envoyé une quantité de photos que je devais envoyer avant 13h. Comment gérez-vous ce stress en même temps, cette adrénaline, ce besoin vraiment d'envoyer aussi assez rapidement les photographies à la presse ? Moi, j'aime bien les contraintes. Donc, j'aime bien être serré par le temps. Là, c'est même pas de temps de savoir les choses un peu à la dernière minute, qui, je pense que c'est aussi inhérent à cette campagne un peu étrange de 2022. Mais on doit aussi envoyer des photos pendant l'événement, parce que Libé le fait aussi. Il y a des lives. Et donc on envoie des photos pendant le meeting ou pendant le déplacement. Et donc voilà, il faut éditer hyper rapidement. Il faut éditer sur son boîtier ou sur son téléphone. Donc c'est pas la même chose qu'éditer sur son ordi. Il n'y a pas de post-prod. Pendant qu'on envoie les photos, peut-être qu'on en loupe une. Donc, mais après c'est un stress. Enfin, c'est juste qu'on réfléchit différemment. Et moi j'aime. Oui, enfin, c'est pas de l'adrénaline, mais c'est quelque chose que j'aime bien. Ouais. Comment faire ressortir une vision, une approche quand il n'y a pas de post-prod, par exemple ? C'est vraiment que dans la compo, là, du coup, que ça se passe. Quel est votre avis là-dessus ? De toute façon, la post-prod, c'est quelque chose que j'ai découvert ces dernières années parce que j'ai commencé au négatif et puis après, quand je suis passée au numérique, j'aimais pas ça. Et du coup, c'est pas quelque chose que j'ai exploré. J'ai essayé de continuer à photographier au négatif, au moyen format, mais ça me plaisait plus non plus. Donc la composition, c'est tout. Enfin, c'est ça, quoi. Enfin, c'est des moments. Il faut savoir anticiper les choses. Avec le numérique, il faut peut-être savoir plus les éditer a posteriori, mais c'est la lumière, c'est les expressions, c'est tout. C'est des instants. C'est des instants. Mais la post-prod. C'est juste, une prolongation de l'outil numérique qu'on a aujourd'hui avec lequel on peut faire des trucs de dingue. Stéphane, toi, est-ce que tu as un avis là-dessus ? Toi, justement, qui avait opté pour un cadrage, des choix très forts de composition, et c'est ce choix aussi esthétique de faire des photos au flash, lumière très directe, tu nous en as parlé juste avant. Est-ce que tu peux nous en parler de ce choix fait en 2016 ? Pourquoi avoir voulu photographier de cette manière ? Alors, juste d'un mot par rapport à Agnès sur l'histoire de post-prod et des envois en direct. Moi, effectivement, il y a des envois en direct, mais je ne supporte pas d'envoyer une photo pas du tout retravaillée. Alors, le truc, c'est que c'est travaillé un peu grossièrement sur le moment. Et effectivement, elle a tout dit sur le côté. Il y a le cadre, il y a la façon de faire la photo, il y a la lumière, il y a le moment, il y a ce qui se passe dans l'image, il y a tout ça. Mais c'est vrai que la post-prod permet l'amplification de ce qu'on met déjà dans l'image, je trouve. Donc moi, je rajoute des trucs très grossiers, des pré-réglages sur le téléphone, plus un peu de contraste, moins de contraste, déboucher les sombres, 2-3 choses comme ça rapidement sur chaque image. Mais j'arrive pas à les envoyer sans aucune post-prod. Ça dégrade les images d'ailleurs, c'est pas terrible. Mais on renvoie ensuite dans un second temps les fichiers corrects. Alors concernant la campagne de 2012, le flash, en fait, ça m'est apparu dès le premier. C'était un meeting de Nathalie Kosciusko-Morizet dans mon souvenir. Dès le premier meeting que j'ai couvert, la lumière me plaisait pas. La salle était sombre, tout était un peu maîtrisé. Il y avait une espèce de scène centrale. Elle passait comme un chemin qui passait à travers les gens et qui était bien éclairé.
J'avais un peu l'impression de me faire avoir en quelque sorte, et j'avais envie de montrer le côté cru des choses et la salle sans lumière en quelque sorte. Et puis je me suis dit aussi que ça allait niveler un peu l'ensemble des meetings. Donc voilà, j'avais un flash chez moi depuis 15 ans, un petit flash qui va sur le Leica. C'est vraiment un tout petit flash sabot qui se met dessus, qui fait une lumière très directe, et je l'avais jamais utilisé. En fait, je l'avais acheté sans jamais l'utiliser. Et voilà, je l'ai sorti pour la première fois 15 ans plus tard à ce moment-là, et ça m'a pris d'un coup. Donc j'ai commencé à travailler sur les questions de salle, et puis le candidat qui apparaissait au milieu des gens avec ce flash. Et ensuite j'ai continué en me rapprochant de plus en plus des militants et des candidats pour obtenir ces très gros plans de visage. Les très gros plans, c'est une partie du travail, mais l'ensemble du travail était toujours sur ce même système, mais sur cette idée en fait que j'allais maîtriser ma lumière plutôt que de prendre la lumière qu'on m'offrait en quelque sorte. Et aussi ça permettait de figer des mouvements de foule, des moments très où tout bouge beaucoup, avec entre la bagarre entre les différentes caméras, les photographes, les radios et les militants qui veulent voir leur candidat, et en fait ces mouvements de foule très intenses. Le flash permettait de figer un petit instant comme ça, fugace, et de faire ressortir le mélange des corps, la folie de l'instant, l'énergie de l'instant en quelque sorte. Agnès, toi, on en parlait juste avant l'enregistrement. Est-ce que tu as, toi, sorti des séries de ces photos de reportage? Là, tu me parlais de grimaces, d'expressions lors des différents meetings, surtout chez Zemmour, même Le Pen aussi. Est-ce que tu peux nous parler de ces expériences-là? Ouais, c'est peut-être quelque chose aussi par rapport qu'on a au sein de l'agence. On se nourrit les uns des autres. Alors moi, je ne photographie pas les gens avec un flash, etc., comme Stéphane, mais c'est quelque chose que j'avais commencé à faire à Villepinte avec Zemmour, et que je continue à faire depuis à tous les meetings que je peux couvrir. Avant, je travaillais pas au Zoom, et là, j'ai un 70-200, donc je le découvre, je m'amuse un petit peu avec. Je photographie en vertical. J'ai pas encore du tout la distance, le recul dont Stéphane parlait par rapport à ces images de militants de gauche, de droite, etc. De toute façon, en ce moment, le rythme, il est tellement soutenu que voilà. Mais je le fais un peu. Je le fais constamment à chaque meeting. Et voilà, je me laisse aussi le temps. J'ai hâte de redécouvrir ces photos. Je suis contente de les faire, mais je suis contente aussi de ne pas les regarder encore, de ne pas savoir ce que je veux en faire encore. Et quel est votre rapport, je suis curieux, par rapport aux autres photographes, avec cet esprit de compétition quand même qu'il doit y avoir? C'est moi? Non, Stéphane est très compétitif. Non, ça va bien d'une manière générale. Après... comment dire? Bon, il y en a que je commence à connaître avec le temps. Je suis arrivé à la politique il y a 5 ans, donc ça reste assez récent. J'ai fait assez peu d'entrées des conseils des ministres ou de choses comme ça, où finalement ce sont un peu toujours les mêmes photographes qui sont là, des agenciers qui se connaissent les uns les autres. Et c'est vrai que moi j'ai toujours... Et puis quand on vient pour Libé, parfois on se fait un petit peu... comment dire, un peu vanné, quoi, parce que on est la personne un peu libre, un peu autorisée d'arriver juste avec un 35 mm alors qu'il faudrait un 200, et finalement bon, c'est pas très méchant, mais il y a un petit côté comme ça de voilà, on nous montre un peu du doigt, quoi, vaguement. Et moi je suis un peu solitaire aussi, donc je noue pas tellement de rapport avec les autres. Mais c'est agréable quand même parfois d'en croiser, de se dire bonjour, de se parler un petit peu comme ça. Après, il y en a quand même quelques-uns dans tout ça que je connais mieux et avec qui on prend plaisir à discuter. Mais il n'y a pas de... Les photographes sont pas très gênant, je trouve en prise de vue, on se respecte assez, je trouve, les uns les autres, on se laisse la place si nécessaire. Ce
qui est plus problématique souvent sont les caméras où ils sont 3 parce qu'il y a le caméraman qui est assez balèze, la caméra qui est assez grosse, le preneur de son qui le tient par l'épaule, le journaliste qui tient le preneur de son et le cadreur par l'épaule aussi. Ça fait des espèces d'amas de personnes qui sont très compactes et qui pour le coup, je pense que c'est comme pour la circulation, quoi. C'est-à-dire que les cyclistes détestent les piétons, qui détestent les automobilistes, qui détestent les scooters, et en fait il y a des espèces de castes comme ça, j'ai l'impression, et on se respecte dans la même discipline, et finalement on a tendance à sentir qu'il y a un petit peu moins de relations avec les autres, et c'est souvent, nous, les micros, c'est fatigant, quoi. Quand il y a des interviews, il y a toujours 12 micros autour, il y a des caméras devant dans tous les sens, ou même sans les interviews, mais simplement quand ils se déplacent sur un marché ou quoi, c'est vraiment faux. Alors bon, après on s'amuse, enfin moi je m'amuse, c'est-à-dire que le but c'est de les laisser passer, de se faufiler entre, il y a tout un jeu comme ça, hein. Je parlais tout à l'heure du service de sécurité, c'est un peu pareil avec les cadreurs, etc., quoi. Il y a une espèce de jeu à se faufiler, à passer au bon endroit, et puis voilà, sans forcément, enfin, me concernant, en tout cas, il y a toujours un respect du cadre de l'autre, donc je vais pas non plus lever ma tête devant une caméra, mais je vais essayer quand même de me faufiler pour être devant, sur le côté à un moment donné. Voilà, c'est un peu. Et puis quand ça se déplace, faut repérer un poteau, ils vont devoir se décaler, on est caché derrière le poteau, du coup on va pouvoir se rentrer dans la bulle à un moment donné. Enfin voilà, c'est tout un jeu comme ça. Moi j'aime bien les perches. Non, parce qu'en plus je fais plein de verticales en ce moment. Non, mais après se décaler, prendre un petit peu de distance par rapport à ce groupe de journalistes, c'est aussi raconter ce que c'est vraiment la campagne, quoi. C'est pas un candidat qui se balade sur un marché qui fait un selfie avec une dame, quoi. C'est tout un amas de journalistes tout autour, et c'est intéressant de raconter ça aussi, quoi. C'est tout le contexte de la campagne. Ouais, on les intègre dans le champ aussi, ça c'est sûr, c'est une bonne. C'est un élément du réel, quoi. Vous écoutez Vision. Suivez-nous sur Instagram pour plus de news et de photos. Agnès, Stéphane, est-ce que vous avez eu, ou vécu en tout cas, un moment très fort que vous avez photographié lors de cette campagne, ou bien une autre? Je sais, tout à l'heure, on parlait en amont de ce meeting de Le Pen, et pour moi, toute la journée, elle a été assez riche et intense, parce que je suis passée, le matin, c'était vraiment bon enfant. Les gens venaient pour goûter des produits régionaux. Il y avait une sorte de band, de groupe de musique qui jouait comme dans un bal. C'était assez touchant. Et puis l'après-midi, c'était le discours avec on est chez nous, et des gens que j'avais photographiés le matin hyper souriants, tout d'un coup prenaient des attitudes vraiment différentes. Le contraste. Ouais, mais en plus, en y réfléchissant, il y avait ce qui était intéressant ce jour-là pendant le meeting, c'est que Marine Le Pen, elle était dans une situation assez vulnérable, parce que sa nièce venait juste d'annoncer qu'elle penchait potentiellement pour Zemmour. Et donc elle était assez fragilisée par ça, et elle a décidé un peu à la dernière minute, après son discours, de s'avancer sur scène, de prendre le micro à elle avait un petite oreillette, ou un truc à micro. Bref, elle n'était pas derrière son pupitre, et elle était éclairée avec une sorte de douche, une lumière douche, donc là, qui fait des ombres pas très jolies sur les yeux. Et en fait, elle avait voulu avoir cette séquence, s'adresser de cette façon-là au public, pour leur parler d'une façon un peu plus intime. Et finalement, c'est à ce moment-là où j'ai pris une photo d'elle, hyper triste. C'est une de mes photos préférées pour l'instant, so far, de la campagne, parce qu'elle est seule dans le noir, il y a rien derrière, et avec des ombres bizarres sur son visage, et elle a l'air toute seule, toute démunie, et c'est l'inverse en fait de ce qu'elle voulait donner avec cette mise en scène, quoi. Alors moi j'ai pas suivi énormément de candidats, donc juste des candidats avec des scores assez bas. Donc le plus haut que j'ai photographié, c'était Jadot. Je dirais pas que c'était un moment fort, mais c'est une photo qui a eu lieu à la fin. C'était lors de son premier meeting à Laon. Donc c'était en fin de meeting. En fait, il avait déjà répondu aux médias télévisuels devant le fond qui était prévu à cet effet. Puis un peu de manière un petit peu informelle, finalement, il allait s'asseoir avec les journalistes presse écrite.
et AFP, etc. C'était dans un gymnase et il s'est assis à un endroit en fait où il y avait la presse qui était assise avant et qui n'était pas un endroit réservé du tout à l'image médiatique en quelque sorte. Il y avait les panneaux de handball à l'arrière et c'est marrant parce que même enfin, il y a peut-être 1 ou 2 photographes qui ont fait 1 ou 2 photos, mais très peu, en fait. Soit ils étaient déjà partis, soit il y en avait même une photographe qui était assise juste devant lui, enfin, à 2 tables devant lui, avec son boîtier posé, qui faisait sa post-prod. Et pour moi, la photo est arrivée à ce moment-là, quoi. C'est-à-dire qu'on sortait du protocole. Et j'ai fait une photo un petit peu éloignée pour bien montrer la scène avec tous les journalistes qui l'écoutent, qui le questionnent, qui ont tous des masques. Il n'y a que lui qui n'a pas de masque et qui est posé, qui est bien assis un peu en arrière dans sa chaise avec les bras un peu écartés. Cette photo a fait la une de Libé et aussi l'œil de Libé, en fait. Libé nous demande parfois d'analyser des photographies. Et c'est vrai qu'elle avait un truc un peu particulier qu'on a de plus en plus rarement en campagne, qui était ce moment qui nous parle aussi de quelque chose de politique, hein, qui parle de la relation des médias à l'homme politique et de sa position au milieu d'eux, et qui était un moment un petit peu agréable parce que un petit peu privilégié, un petit peu en dehors de l'image prévue, quoi. Alors j'ai lu en préparant ce podcast un article du Monde intitulé « Les dessous d'une photo présidentielle », qui est analysé, c'est un article qui date de 2017. Le portrait officiel d'Emmanuel Macron. On a pu y voir à l'époque, il y avait beaucoup de métadonnées, de la photographie, beaucoup de modifications. Dans ce type de portrait, tout est important. On en parlait un petit peu tout à l'heure dans la construction d'une image, surtout pour un portrait officiel. Donc l'éclairage, la composition, les expressions, le regard. Et puis ces images sont souvent très analysées après. Quel est, votre rapport au portrait plus posé ? Est-ce que ça vous est déjà arrivé d'en faire ? Moi, j'ai pas fait de photos pour des candidats, donc ça c'est quelque chose que j'ai pas vécu. Ce que je peux imaginer, c'est que a priori c'est très normé. Enfin, c'est très normé dans l'intention, en tout cas, que le candidat va vouloir poser. Et à mon avis, on est vraiment plus dans bon, il faut faire une belle lumière, etc. Mais je sais même pas. D'ailleurs, il faudrait analyser un peu, mais je sais même pas si les fonds sont pas retravaillés, retouchés, justement. Enfin, j'imagine que si. Et donc, l'essentiel de cette photo, ce serait, a priori, de valoriser le candidat dans le regard, dans la flamme qu'il peut avoir dans le regard, ou la qualité du sourire, ni trop peu, etc. Donc ça doit être un exercice assez particulier auquel on n'est pas vraiment confronté quand on fait de la presse, pour le coup. Vous pourriez le faire, ça ? A priori, non. Ça s'éloigne trop de ce que vous faites pour la presse, justement. C'est de la com, quoi. C'est de la com. Et d'autant plus aujourd'hui où, en tant que journaliste, on est de plus en plus remis en question, enfin, la validité de notre travail. Je pense qu'à partir du moment, même si on est de plus en plus nombreux à faire un petit peu de corpo par-ci par-là, en tout cas en termes de politique, si on commence à faire de la communication, la barrière, elle est où ? Comment est-ce qu'un journal aussi après peut nous faire confiance pour savoir si on va faire de la com, de la propagande, ou est-ce qu'on va raconter, ou être journaliste, quoi, tout simplement. C'est peut-être pas, c'est difficile de dire non à du boulot, mais en même temps, c'est ça qui garantit notre éthique, tout simplement, quoi. On a aussi la question des... Bon, on n'a pas fait de portrait de candidat, Agnès et moi, en tout cas pour leur usage à eux, mais il y a aussi la question des photographes de campagne. Donc de plus en plus, les candidats ont un photographe de campagne. Je ne sais pas si c'est de plus en plus ou pas, d'ailleurs, si ça s'est toujours fait ou pas. Mais en tout cas, ça a ça a plusieurs effets négatifs pour nous. C'est que du coup, quelque part, eux-mêmes sentent que certaines choses sont couvertes alors qu'elles sont couvertes que par eux. Donc ils nous interdisent l'accès à un certain nombre de choses. Je pense qu'il y avait un tout petit peu plus d'accès il y a quelques années sur des moments un peu privilégiés, comme celui que je racontais avec Jadot tout à l'heure, mais aussi de préparation dans leur bureau, d'attente de résultats dans leur siège. On est limité vraiment maintenant, quand il y a des résultats, à les voir venir sur le podium pour annoncer s'ils sont contents ou pas. Et en revanche, ils sont avec leur photographe attitré qui les suit. Donc ça leur donne des accès privilégiés, ce qui fait que nous, on a moins d'accès, du coup, je pense, à l'arrivée. Et par ailleurs, ces photos
peuvent être aussi utilisées en presse, sont proposées en tout cas en presse. Et vu l'état de la presse, du coup, ça peut arriver qu'il y ait des organes de presse qui les utilisent. Alors je pense que justement au Monde ou à Libération, c'est pas le cas parce que ils font assez attention à ça et justement c'est le monde à salariés des photographes. Je pense que c'est aussi pour éviter ce genre d'écueil. Libération est assez attentif à ça aussi, mais il peut arriver que ces images-là soient utilisées en presse alors qu'elles sont des images de com finalement. Alors, une photographie datant de 2017 de Marine Le Pen posant avec Vladimir Poutine a récemment ressurgi. Selon Libération, ces équipes auraient demandé aux délégués départementaux de jeter à la poubelle le stock qui leur restait de ce document de campagne de 8 pages tiré à 1,2 million d'exemplaires. Bon, ensuite, l'équipe de la campagne de la candidate a démenti. Voilà, toujours est-il que l'image reste, notamment via les réseaux sociaux, elle a été très partagée depuis. Est-ce que vous, en tant que photographe, et surtout en tant que photographe, vous avez conscience du poids des images ou d'une image, comme celle-ci par exemple? Est-ce que c'est quelque chose que vous intellectualisez au moment du déclenchement, ou plutôt au moment de la monstration, au moment de montrer les photos, que ce soit sur les réseaux ou en presse? C'est une bonne question. Juste, je pense que c'est... Alors, on parle pas de, là on parle de photographie politique, donc c'est quelque chose de particulier. Si on sait à l'avance que on a un scoop sur le fait que le président ou le candidat rencontre telle personne et qu'il vaut mieux pas que ça se sache, ou donc une espèce de scoop sur une personne qui est vraiment qu'il faut vraiment pas voir, peut-être qu'on peut considérer que sur le moment où on fait un travail et qu'on va montrer quelque chose qui peut influer l'avenir. Moi je l'ai pas vécu, je pense que ça doit être très rare. En tout cas là en l'occurrence c'est plus l'histoire qui se pose sur la photo par la suite. Après, si on parle de photos de guerre ou de photos, je pense que là, pour le coup, on est sur un autre niveau, et que effectivement, la motivation de photographes, enfin l'une des motivations des photographes qui sont sur le terrain, c'est aussi de participer d'une manière ou d'une autre à quelque chose d'historique, et donc potentiellement qu'il y a un effet, alors pas forcément changer le cours de la guerre, mais changer le cours des personnes qui fuient cette guerre, par exemple, ou intéresser des organismes, des associations à gérer ces questions-là. Donc il y a un effet, pas forcément sur l'histoire, mais sur les effets de l'histoire en quelque sorte. Juste si je peux rajouter, c'est un des écueils typiques du numérique, et encore pire maintenant vu qu'on peut envoyer des photos directement de son boîtier, c'est que ça dépend des situations, mais parfois il faut prendre du recul par rapport à la scène qu'on vient de voir, parce que là on parle de politique, c'est un pays qu'on connaît, avec des candidats qu'on connaît, on a des outils intellectuels pour décoder la situation qui nous est donnée à voir, mais je sais pas, forcément ça doit arriver sur d'autres terrains où on n'a pas toutes les informations en tête pour pouvoir décoder ce qu'on voit et envoyer ces photos rapidement tout de suite. Il y a toujours ce risque d'être manipulé, et je pense que c'est pour ça aussi c'est ça qui fait la différence entre être journaliste et juste preneur d'images. Prendre une photo pour Instagram et être un photojournaliste ou un photodocumentaire, c'est être prudent par rapport à cette manipulation. Ça vous est déjà arrivé, par exemple, de voir une de vos images sur un Twitter, par exemple, et d'avoir des gens qui la commentent et qui la critiquent, par exemple. Je sais que c'est arrivé récemment à un photographe qu'on a interviewé, nous, dans Vision, Bobby, avec Mélenchon. Il me semble qu'il y a eu beaucoup je sais pas si c'est des critiques, mais tout un débat autour des portraits qu'il avait fait de lui. Est-ce que ça vous est déjà arrivé, vous ? Moi, ça m'est arrivé sur la manifestation juste après le confinement pour Adama et Floyd, du coup, et où il y avait 20 000 personnes. Enfin, il y avait vraiment du monde. Devant le palais de justice, c'est ça ? Ouais, devant le palais de justice. Moi, je m'attendais à avoir 500 personnes et c'était la foule. Et en fait, j'ai fait une photo d'un manifestant noir avec le poing levé et avec des trottinettes qui brûlent derrière. Et bon, pour moi, c'est presque normal de brûler des trottinettes dans une manifestation. Je veux dire, c'est plus vraiment un sujet, je trouve. Et en fait, ça avait été repris par un site d'extrême droite
Ma photo avait été reprise par un site d'extrême droite et je sais plus exactement ce qu'il disait, mais quelque chose sur la dangerosité des Noirs qui cramaient la France, enfin des choses comme ça. Dès qu'on s'en est aperçu, on les a menacés de procès et ils ont retiré tout de suite la photo. Voilà. Donc, c'était nécessaire. Ouais. C'était nécessaire. Ok, on en parlait au tout début. Donc en 2017, vous aviez réalisé un projet collectif chez Myop appelé Politique Paillettes, sorti sous la forme d'un livre. Je cite, loin des photos officielles mises en scène par les communicants, le projet tentait d'explorer les coulisses et les contre-champs. Est-ce que vous pouvez nous en parler de ce projet et est-ce que vous faites un projet similaire cette année ? Alors, on ne fait pas de projet similaire. On s'est posé la question, en fait, de ce qu'on allait faire cette année, sachant que voilà, le livre d'il y a 5 ans parlait vraiment de cette effervescence de la campagne, de ces paillettes qu'on nous jetait à la figure comme pour nous éblouir ou nous endormir en quelque sorte. Et donc on réclamait de la politique et pas du showbiz en quelque sorte. Et on s'est dit que fallait pas faire la même chose. On a bien fait parce que finalement c'est pas du tout la même campagne à l'arrivée. L'idée qu'on avait au départ, c'était de faire un sujet plus en profondeur sur la France, sur le territoire français aujourd'hui et essayer d'aller sur des thèmes de campagne, en campagne. Et puis il y a eu l'appel de la BNF, du ministère de la Culture pour les photojournalistes. Et du coup, on a pas mal de photographes qui ont eu la bourse. La Radioscopie de la France, c'est ça ? On a pour l'instant 10 photographes qui l'ont eu. Et il y a la deuxième session, donc on espère en avoir encore quelques-uns derrière. Donc ça a un petit peu bloqué ce projet qui finalement se fera en dehors, en quelque sorte, de la campagne. Donc pour l'instant, on n'a pas... alors peut-être qu'au dernier moment, on fera quelque chose d'un peu impulsif, d'un peu court juste avant les élections. Mais voilà, ce projet au long cours, finalement, s'est transformé sur quelque chose de plus long, en dehors de la campagne. Donc finalement, c'est peut-être aussi ça reflète peut-être un peu ce qui se passe, c'est que finalement, le monde suit son cours et cette campagne est un peu... on va pas dire particulière mais c'est une campagne qui disparaît un peu derrière les affres du monde en quelque sorte. Bien, merci, c'est une belle conclusion, Stéphane. Merci Agnès. Merci Stéphane. Merci beaucoup. Merci à beaucoup. toi. Bon, vous pouvez retrouver les photos de nos deux invités sur leur site, sur le site de Myop. On mettra aussi quelques images sur notre site, sur notre Instagram. Quant à nous, on se retrouve très vite pour le prochain épisode de Vision. Je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao. Merci d'avoir écouté Vision. Si le podcast vous a plu, abonnez-vous et partagez-le autour de vous. Laissez-nous une note et votre avis. Ça nous aide beaucoup. À bientôt.